Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Amir Reza Tofigui. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Merci pour l'invitation. Vous êtes le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Alors, je vous lisais au moment de l'annonce de la suspension de la réforme des retraites par le gouvernement, vous avez parlé à l'époque, c'est intéressant, d'un mauvais signal, mais vous avez dit être prêt à accepter ce que vous appelez le coût du compromis pour sauver le budget. Est-ce que vous êtes toujours prêt à accepter une taxe Zuckman Light pour avoir un budget? Est-ce qu'il faut accepter une stabilité politique à tout prix, quel que soit le budget? Bien sûr que non. En fait, le coût du compromis, le coût de la stabilité, il faut mettre en face de ça le coût de la crise économique qu'on peut avoir l'année prochaine. Parce que si on commence à se dire que pour la stabilité politique, il faut taxer encore plus les entreprises, créer des nouvelles taxes, des nouveaux impôts, et derrière mettre de côté toutes les réformes courageuses, eh ben on met en danger notre économie. Et moi, ce que je dis à chaque fois, c'est de dire que le coût du compromis politique, sa limite, c'est à quel point, à un moment donné, on va mettre en danger les entreprises et en danger l'économie. Et donc non, le compromis, il aura un coût limité. Bon, comment vous jugez les débats à l'Assemblée nationale sur le budget, les premiers amendements qui ont été adoptés par les députés? On va entrer dans le détail, mais sinon déjà, un jugement global. C'est un débat qui est un peu incompréhensible pour les chefs d'entreprise. Vous savez, on a une situation économique qui est difficile. En septembre, on a battu le nombre de défaillances d'entreprises. Ça n'était jamais arrivé depuis 2007. On a un niveau de défaillance très important, et notamment des PME, des grosses PME. Donc, c'est-à-dire que le contexte économique aujourd'hui est difficile. On a un contexte international qui est difficile, on le connaît, avec la situation politique avec les États-Unis, avec la Chine. Et dans ce contexte-là, et alors qu'on a un pays qui a le niveau de dépenses publiques le plus important, un niveau de prélèvement obligatoire le plus important, les débats sont entièrement tournés sur quelle nouvelle taxe on va créer, quel nouvel impôt on va créer, à quel point il faut taxer les entreprises. Mais c'est lunaire quand même comme débat. C'est lunaire. Je veux dire, quand est-ce qu'on reparle d'une économie dans la dépense publique, d'une efficience de la dépense publique? On ne parle plus du tout de ça, en fait. Aujourd'hui, la question, c'est à quel point il faut taxer l'entreprise, à quel point on veut montrer que les entreprises vont payer pour pouvoir dire, OK, voilà, on peut maintenant avoir un compromis. Et bien moi, je vous dis, là, c'est dangereux, ce débat-là. Ce débat-là est dangereux et il n'est pas au niveau de ce que la France a besoin aujourd'hui. Après, il y a quand même la défiscalisation des heures supplémentaires, les pourboires, le non-gel du barème de l'impôt sur le revenu. Ça va dans le bon sens, ça, non? C'est des baisses d'impôts. Alors, la défiscalisation des pourboires, c'est quelque chose qui était déjà en place. Oui, qui est prolongé. Et voilà, qui est juste prolongé. Donc, en fait, on a juste sauvé quelque chose qui existait déjà. Nous, ce qu'on dit juste, c'est... On est dans un moment... Il y a des baisses d'impôts, là-dedans. Attends, oui, vous avez raison, il y a une baisse de la CVAE. Ouais. On s'est battu pour avoir une baisse de la CVAE. Impôt de production. Impôt de production. Impôts de production qui sont en France 2 fois supérieurs à la moyenne européenne, 4 fois supérieurs à l'Allemagne. Et donc, la baisse de la CVAE, qui est un impôt de production dont le gouvernement s'était engagé à la faire disparaître, et donc la promesse qui avait été faite a été reprise en disant on continue la baisse de l'impôt de production. Aujourd'hui, c'est 1 milliard. Mais en face, vous avez quoi? Vous avez plus de 3 milliards d'euros de hausse de charges. 1,5 milliard sur les allègements de charges qui disparaissent. On a parlé des titres restaurants, 1 milliard sur les titres restaurants, les outre-mer sur lesquels on augmente le coût du travail. On a 1 milliard sur l'apprentissage aussi qui est repris. Donc, vous voyez, face à ce milliard qu'on nous donne en baisse d'impôts, on a énormément d'impôts supplémentaires. Je ne vous parle même pas de la... Le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas, mais juste pour dire qu'on est conscient qu'aujourd'hui, il faut faire des efforts. Et les chaînes d'entreprise font tous les jours des efforts. Et donc, nous, ce qu'on dit juste, c'est attention, là, ça va trop loin. On est en train de charger la barque à un moment où les entreprises ont besoin de souffle. Elles ont besoin de pouvoir recruter, elles ont besoin de pouvoir investir et pas d'avoir encore plus d'impôts dans le pays, et je le répète, qui a le niveau de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'Union européenne. Et l'Assemblée qui hier a voté un amendement du gouvernement qui augmente de 4 à 6 milliards d'euros la surtaxe d'impôt sur les sociétés pour les groupes de plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Voilà où nous mène la folie fiscale, a dénoncé Laurent Wauquiez. Vous n'êtes pas concerné, enfin les PME ne sont pas concernées de toute manière. Donc, Non, on n'est pas concerné, mais moi je suis d'accord avec ce que dit les Laurent ETI Wauquiez. auront un régime de faveur, Oui. entre guillemets. Mais moi je défends des TPE, des PME et même des ETI qui sont sur tous les territoires et qui en général, et même quasiment tout le temps, font moins de 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc je ne suis pas concerné, mes adhérents ne sont pas concernés. Mais moi je suis d'accord avec ce que dit Laurent Wauquiez, c'est de la folie fiscale. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on taxe les grands groupes, les grands groupes, souvent, ils travaillent avec des PME qui sont leurs sous-traitants. Ouais. Et donc, c'est de l'investissement en moins dans les territoires. Vous savez, l'économie, elle a une cohérence globale. Et donc, si on pense qu'on peut taxer une partie et que ça n'aura pas de conséquences sur l'autre partie de l'économie, eh bien, on se trompe. Donc, pour vous, les entreprises font suffisamment d'efforts pour participer au redressement des comptes de la nation? Attendez, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Attendez, moi, je vous redis une statistique très simple.
on est le pays qui a le niveau de prélèvement obligatoire le plus élevé. Il y a eu un rapport... Sur les entreprises ou sur les particuliers? Alors, globalement, en France, maintenant sur les entreprises. Vous savez, il y a eu un rapport qui a été fait sur les aides aux entreprises, le fameux rapport du Sénat. 210 milliards. Voilà, mais c'est complètement lunaire ce débat-là, parce que quand on va dans le détail, on se rend compte que tout est mélangé. Vous savez, toutes les politiques publiques qui ont été faites pour la transition écologique, ils considèrent que c'est des aides aux entreprises. Mais bon, on pourra en parler si vous voulez. Dans ce rapport, qu'est-ce qui est dit? Il est dit que net des allègements de charges, donc en tenant compte net des aides aux entreprises, donc en tenant compte des aides aux entreprises, les prélèvements obligatoires sur les entreprises sont le deuxième niveau en Europe après la Suède. Donc sur les entreprises, on est le deuxième pays où on le prélève le plus sur les entreprises. En prenant en compte les aides. En prenant en compte les aides. Donc est-ce que les entreprises font assez d'efforts? Moi, je reste juste que dans l'Union européenne, c'est le deuxième pays. Attention, on est en plus dans un moment où l'économie va mal. Donc, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Est-ce qu'on veut encore l'avoir mal? Non, l'INSEE a dit, mais que le climat des affaires, d'ailleurs, est monté un petit peu en octobre. Cette semaine, a priori, l'INSEE devrait annoncer une croissance pour le troisième trimestre en France de 0,3%. On n'est pas en crise. 0,3%, c'est fou. On se contente de si peu. Sur un trimestre annualisé, ça fait 1,2%. Oui, mais on se contente de si peu maintenant, vous savez. On a des défis aujourd'hui majeurs. Et des pays qui sont en croissance. On parle de l'IA, et nous, on est en train de se contenter de se dire, c'est bon, on a fait 0,3% de croissance. Moi, je vais vous donner d'autres statistiques. On a l'apprentissage qui chute en septembre. On a, je vous l'ai dit, en septembre également, un nombre de défaillances de PME et globalement des entreprises, 7000 juste sur le mois de septembre, qui est un record. Moi, je veux bien croire que tout n'est pas catastrophique encore. Et peut-être que vous avez raison. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que quand je vois les débats qui ont lieu à l'Assemblée, quand je vois toutes les hausses d'impôts qu'il va y avoir, moi, je peux vous dire qu'on pourra se reparler dans 6 mois, une fois qu'on aura tout ça qui sera en place, et je suis curieux de voir l'état de l'économie à ce moment-là. Augmenter les impôts pour réduire les déficits publics, pour vous, ça ne marche pas? Non, parce qu'en fait, si ça marchait, on n'aurait pas de déficit public. Bien sûr, mais on n'aurait pas de déficit public. On est aujourd'hui le pays qui, dans l'Union européenne, est un peu celui qui a le plus grand déficit. Même l'Italie à côté ont réduit leur déficit. Si les impôts servaient à réduire la dépense, le déficit, on serait excédentaire. On serait le pays champion dans l'Union européenne. Donc essayons de se dire que, oui, on a un modèle social qu'il faut sauver en France. Et il est capital, ce modèle social. Mais pour le sauver, il faut réussir à rendre la dépense publique efficiente. Qu'est-ce que nous on fait dans nos entreprises à chaque fois? On se dit comment on peut faire mieux avec moins de moyens. Et c'est ce que l'État devrait faire aujourd'hui. Se dire comment on fait pour réduire la dépense publique. Moi je vous donne un exemple par exemple. L'année dernière... Déjà les stabiliser avant de réduire. Oui, mais il y a un moment donné, lorsqu'on dit qu'il suffirait de réduire en volume, ça veut dire vraiment en euros de 2% la dépense publique, on résoudrait une partie de notre dette, 2%. Mais moi dans mon entreprise j'ai réussi à faire beaucoup plus quand il fallait. L'année dernière, je vous donne un exemple. La masse salariale des fonctionnaires a augmenté de 7% l'année dernière, alors que l'inflation était de moins de 2%. Comment on peut justifier ça? Comment on peut justifier à un moment où l'État est en crise, où on a besoin d'avoir des finances publiques qui sont tenues, qu'on augmente de 7% la masse salariale des fonctionnaires? Moi, ça, je ne comprends pas. Et vous comprenez la réaction de Stanislas Neokchateau, le PDG de Doctolib, sur la taxe Zuckman Light, on va en parler, proposition des socialistes. Il est favorable à cette taxe Zuckman Light pour plus de justice sociale. C'était ce matin sur France Inter. Il y a des patrons qui sont favorables. Vous savez, déjà, j'aimerais dire quelque chose. Tout le monde est favorable à plus de justice fiscale et plus de justice sociale. Moi, je connais personne qui dira la justice fiscale, je suis contre. Le vrai sujet, il est quoi? Taxe Zuckman, c'est quoi? Parce que il y a la version light, là. Alors, light, demain, il y aura la version ultra light, sûrement, mais... Non, mais la taxe, elle est moins effrayante. Je comprends pour les dirigeants cette taxe Zuckman allégée, entre guillemets, puisque on peut retirer, encore une fois, on exclut l'assiette taxable de l'assiette taxable des entreprises familiales, des entreprises innovantes, on diminue de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune immobilière, des taxes foncières, des contributions sociales. Non, elle n'est pas... Moi, je veux juste dire quelque chose. Non, mais taxer l'outil professionnel. Non, mais taxer l'outil professionnel. Il est là, le sujet. Non, on retire entreprise familiale et innovante. Oui, mais qu'est-ce qu'on met dans entreprise familiale innovante? C'est un peu vague, entreprise familiale innovante. Mais à partir du moment où on taxe l'outil professionnel, parce que là en fait, ce n'est pas tout l'outil professionnel qui est taxé. À partir du moment où on taxe l'outil professionnel, ça veut dire qu'en fait, on va taxer les entrepreneurs sur la valeur de leur entreprise et pas sur de l'argent qu'ils ont dans leur compte en banque. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire qu'on va demander à des entrepreneurs, à des dirigeants, à des patrons du TI familial. Encore une fois, j'entends, ils excluent les entreprises familiales, je ne sais pas ce qu'eux, ils entendent par entreprise familiale. On va leur demander de payer un impôt sur l'argent qu'ils n'ont pas. Concrètement, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Soit ils vendent leurs actions, soit ils versent plus de dividendes pour pouvoir payer l'impôt. Donc, on arrive dans des situations qui n'ont aucun sens.
derrière, les entrepreneurs, parfois, ne peuvent même pas payer l'impôt, ils doivent vendre leur entreprise, vendre des actions, ou se verser plus de dividendes, juste pour payer un impôt, au lieu d'investir, au lieu de payer mieux leurs collaborateurs, parfois. Donc, taxe Zuckman Light, tout ça, en fait, c'est fragiliser un actionnariat français. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a cette maladie en France qui est de toujours vouloir taxer plus les entreprises en France, les actionnaires en France, parce que toutes ces taxes-là, vous savez, elles échappent. Les fonds d'investissement étrangers vont y échapper, les actionnaires étrangers vont y échapper, les entreprises étrangères vont y échapper. Pourquoi en France, on ne se dit jamais, protégeons notre tissu économique, protégeons les actionnaires français, protégeons les chefs d'entreprise français, au lieu de toujours les attaquer par rapport aux entreprises étrangères. Gabriel Zuckman, on l'a interrogé ce week-end sur cette version light de cette taxe, enfin, qui porte son nom, il persiste à dire que les ultra-riches échappent très largement à l'impôt. On n'arrive pas à trancher ce débat-là. J'entends tout et son contraire. Parce qu'on est dans des débats dogmatiques, idéologiques. Moi, j'ai jamais dit qu'il n'y a pas des situations d'abus. Et je pense que, vous savez, si on n'était pas dans une logique de rendement financier... Sur les holdings dans lesquels il y aurait des yachts, de l'argent qui dormirait sans être frappé à la flat tax puisqu'il dort, et puis jusqu'au jour où il est transmis en succession sans payer de flat tax puisque c'est transmis à la génération d'après, ou ces gens très riches qui gagent une partie de leurs avoirs financiers pour qu'on leur fasse un prêt, pour derrière avoir de l'argent sans avoir à payer d'impôts. Mais moi, je dis que... Il n'y a pas des sujets là-dessus ? Mais bien sûr. Et bien sûr qu'il y a des sujets. Mais vous savez, moi je ne dis pas qu'il ne faut jamais ouvrir la question des abus ou des effets d'aubaine sur ces différents sujets. Je vais vous donner un exemple, par exemple, le pacte du Dutreil. Parce que c'est un bon exemple, vous avez parlé de la transmission d'entreprise familiale. Ça coûte 5 milliards d'euros au Canada. Ça coûte 5 milliards d'euros, c'est la Cour des comptes. 7, j'ai un trou de mémoire. Plutôt 5, ça coûtait 700 millions, ça coûte maintenant 5 milliards. On ne dit jamais ce que ça rapporte, parce qu'en fait on dit toujours le coût. C'est quoi déjà, pardon, pour ceux qui nous écoutent ? Alors, le pacte du Dutreil, c'est très simple. C'est de dire que lorsqu'une entreprise est transmise à la génération suivante dans une famille, pour éviter que les enfants n'aient pas les moyens de payer les droits de succession, parce que ça pourrait coûter très cher, il y a un mécanisme qui existe qui permet de limiter ce que les enfants vont devoir payer en termes de droits de succession. Et ça permet quoi ? Ça permet de garder les entreprises familiales. Ça permet que ces entreprises ne soient pas vendues à des fonds d'investissement étrangers, ne soient pas vendues et que derrière, finalement, petit à petit, elles disparaissent. Et d'ailleurs, ce que le rapport de la Cour des comptes dit sur le pacte du Dutreil, dit que les entreprises sont transmises à travers le pacte du Dutreil, donc elles gardent un actionnariat familial, ont une santé financière beaucoup plus solide à long terme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Oui, parfois, sur le pacte du Dutreil, il peut y avoir des abus. Ça veut dire que... Quel type d'abus, par exemple ? Vous l'avez dit, parfois, ça veut dire que, en fait, on transmet l'entreprise, mais l'engagement de garder l'entreprise, parfois, finalement, ça va être vendu juste à la fin de l'engagement. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de vision long terme, il n'y avait pas une logique de vraiment garder l'entreprise sur du long terme dans un actionnariat qui est stable. Ça peut être de dire qu'on passe des actifs qui ne sont pas des actifs professionnels. Et donc, tout ça, en fait, il faut les corriger. Mais on n'est pas contre corriger les abus. Vous savez, moi, quand je dis qu'il y a des abus parfois sur les arrêts maladie, voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'abus sur des mécanismes qui profitent aux chefs d'entreprise. Mais corrigeons ces abus avec une vision rationnelle. Et nous, on a toujours été d'accord pour dire qu'il fallait corriger. Plutôt que de dire, on va chercher 1 milliard de rendement, et comment on fait pour bouger les mécanismes pour avoir 1 milliard. Moi, c'est ça que j'aime pas. C'est la stratégie du rabot qui fragilise les dispositifs au lieu de les prendre dans une logique rationnelle en disant, comment on corrige les effets d'aubaine. La porte-parole du gouvernement aujourd'hui qui déclare être contre, le gouvernement est contre cette taxe Zuckman Light. Et en même temps, Olivier Faure, le patron du PS, a rappelé que d'ici la fin de la semaine, nous saurons si nous allons vers une dissolution ou pas, et s'il y aura des élections au mois de novembre. Est-ce que le PS, selon vous, peut forcer la main du gouvernement sur cette taxe Zuckman Light ? Et est-ce qu'un compromis, encore une fois, avec l'exécutif est possible et souhaitable ? Est-ce qu'il faut avoir un budget à tout prix, même s'il n'est pas bon ? Non, mais il ne faut pas avoir un budget à tout prix. Bien évidemment que non. Maintenant, moi, j'espère... Parce que le coût de l'instabilité politique peut être plus important aussi. Le coût de l'instabilité politique, il est important, mais à un moment donné, sa limite, c'est le coût d'une crise économique si le coût de la stabilité, le coût du compromis est trop cher. Maintenant, moi, ce que je demande aux parlementaires, c'est d'être conscient de l'enjeu qui se joue actuellement. Est-ce qu'on veut encore avoir des entreprises en France demain qui se développent, qui affrontent le défi de l'intelligence artificielle, qui affrontent le défi de la réindustrialisation ? Donc moi, le message que je passe à tous nos parlementaires, c'est oui, il faut trouver un compromis, mais attention à ne pas oublier que le compromis, c'est d'écouter toutes les voix et c'est pas de se dire que c'est ma voix qui est la plus importante. Moi, j'aimerais juste dire quelque chose. Je pense qu'on ne résoudra pas les problèmes de la France avec plus d'impôts. Vraiment.
Et quand je dis plus d'impôts, c'est ni des impôts pour les particuliers, ni des impôts pour les entreprises. La solution de la France, c'est pas de mettre plus d'impôts. Et vraiment. Les économies sur la dépense publique. Exactement, les économies sur la dépense publique. Et c'est aussi la croissance, vous l'avez dit juste avant, avec M. Vittori, c'est de dire comment on retrouve de la croissance. Pourquoi plus personne parle de croissance aujourd'hui? On a oublié ce débat-là. Retrouver la croissance, c'est permettre à notre économie de créer plus de valeur. Et en créant plus de valeur, il y aura plus de recettes fiscales, il y aura plus d'emplois, et ça permettra... Il y aura un cercle vertueux. Exactement. Juste un mot, parce que j'aurais dû d'ailleurs commencer par ça, Amir Reza Tofigui, sur les patrons de TPE, de PME. Quel est le moral, entre guillemets, des troupes? Est-ce que c'est l'inquiétude qui prime? C'est la colère? Le ras-le-bol? Je ne sais pas, moi, c'est... C'est un mélange de tout ça. Moi, j'entends. Vous savez, toutes les semaines, je vais sur les territoires. Tout à l'heure, je vais à Vesoul, j'étais à Bourg-en-Bresse la semaine dernière, à Dijon, à Marseille. Ce que j'entends, c'est un ras-le-bol, mais en même temps, vous savez, les entrepreneurs, ils sont. Vous allez me dire résilience. Oui, mais ils le sont. Vous savez, les entrepreneurs, ils sont résilients. On a toujours de l'optimisme. Un ras-le-bol, mais aussi l'envie d'aider son pays. Vous savez, vous parlez de faire les efforts. Mais moi, les chefs d'entreprise, ils en font tous les jours des efforts. Et la réalité, c'est que je vous ai dit, on a 3 milliards de hausses de taxes sur le travail, on a d'autres hausses d'impôts, on n'est pas en train de faire la révolution. Moi, je dis, tout ça, c'est très mauvais pour l'économie. Mais à la fin, on prendra le budget qui vient et on continuera à se battre pour que notre économie elle, se développe. Donc, on a des entrepreneurs qui sont magiques en France. Donc, juste, ils ont besoin de sentir qu'ils sont soutenus. Ils ont besoin de sentir que les politiques comprennent leurs problématiques. Tout à l'heure, on parlait de la baisse de la dépense publique, mais je vais vous dire un autre sujet. Tout ce sujet de la simplification. De simplifier les normes. Ça, c'est un enjeu majeur parce que c'est un coût pour l'économie. Ça ne rapporte rien à l'État et ça coûte à nos entreprises. Abordons ces sujets-là. Là, on a un levier énorme. Bon, allez, merci en tout cas. Amir Reza Tofigui, le président de la CPME, invité de la grande interview en direct, également en replay des 14h, notamment sur YouTube et sur Boursorama. Merci beaucoup. Ciao.